Là encore, c'est un sujet qu'il fallait absolument traiter parce qu'on a, il y a quelques heures, le patron de la Banque centrale anglaise, Mike Carney, qui n'est pas l'homme le plus connu, mais c'est l'équivalent de Jérôme Powell ou de Mario Draghi pour la BCE, qui a vraiment jeté un pavé dans la mare avec une sortie quand même, alors qui n'est pas le fruit du hasard. Il y a l'affaire H2O dont on vous a parlé en début de semaine, ces fonds illiquides avec ces grosses sorties en milliards de la part d'épargnants et d'instits. Mike Carney, qu'est-ce qu'il nous dit? On le voit là sur les images. Les fonds d'investissement sont parfois bâtis sur un mensonge, enfin le terme est très fort. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, directeur et fondateur du site N3D. Affirmation, gravissime je trouve de la part oui, le terme du président est dramatique. de mettre le mot mensonge sur un fonds d'investissement. Alors on va voir de quoi est-ce qu'on parle. C'est pas n'importe qui, c'est la Banque centrale anglaise. Oui, je crois que c'est un bon observateur. Après, ce qu'il faut généraliser... Tout ça sur fond de polémique, on en a parlé en début de semaine, les fonds H2O, on rappelle peut-être un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi. H2O, qu'est-ce que c'est? C'est une société de gestion française qui est installée à Londres. Qui fait un carton. Qui fait un carton. H2O Multibond, un de ses fonds, a fait plus 32% l'année dernière, en 2018. Et même sur les années précédentes aussi, voilà. Performance de dingue. Et puis, on a réalisé qu'il y avait dans les portefeuilles des obligations qui étaient illiquides, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les acheter, les vendre facilement. Alors que les fonds d'investissement de chez H2O, comme d'autres, sont censés être liquides, on peut rentrer et sortir quand on veut. Voilà. Et ça, c'est le problème. Quand vous gérez un fonds classique, où vous dites, moi je suis liquide, vous rentrez, vous sortez quand vous voulez du jour au lendemain, et que vous mettez en portefeuille des actifs illiquides, que vous ne pouvez pas vendre comme ça à la volée, ben vous risquez d'être pris en squeeze quand les gens veulent sortir. S'ils veulent tous sortir en même temps. Si, mais là, vous avez eu sur H2O au cours des derniers jours près de plus de... Alors, on ne sait pas exactement, les estimations varient entre 6 et 7 milliards d'euros de sortie sur un encours total de 36-37 milliards. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et donc là, tant que l'argent rentre, avoir des actifs illiquides en portefeuille, c'est pas un problème. Là où ça devient un problème, c'est quand les gens veulent sortir, parce que vous avez sur des bras des papiers qu'il faut bazarder, vous ne trouvez pas toujours acheteurs, et donc soit vous les bradez à vil prix, parce que vous voulez absolument vous en défaire, soit le poids relatif de ces actifs illiquides progressivement augmente, puisque eux, vous les êtes obligés de les garder en portefeuille. Et donc le problème devient de plus en plus compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, H2O qui a réduit sa poche d'obligations, de dette obligataire illiquide corporate dans la foulée. Ça arrive souvent, on est sur un cas isolé H2O, ou est-ce que ça arrive souvent que des fonds qui sont dits ouverts, donc dans lesquels on peut rentrer et sortir avec une valorisation, une VL comme on dit, valeur liquidative, tous les jours, non, ça arrive en continu, pas très souvent. Est-ce que ça arrive comme ça qu'il y ait des actifs illiquides et qu'il y en ait trop, parce qu'après c'est une question de pondération. Où est le problème qu'il y ait 5 ou 7% d'actifs illiquides dans un fonds d'investissement? 5 ou 7% d'actifs illiquides dans un fonds d'investissement. C'est-à-dire que 95% est liquide. Oui, mais imaginez que demain, pour des raisons peut-être irrationnelles, il y ait vos investisseurs qui veulent sortir et qu'ils veulent que vous rachetiez pour 10% des actifs. Okay, il y a un moment, vous êtes obligé de leur rendre votre argent et de vendre les actifs sur le marché. Vous vendez les actifs liquides. Mais si vous ne trouvez pas preneur, le problème d'un actif illiquide, on le voit très bien avec les fonds de petite et moyenne capitalisation. Normalement, un des problèmes que les gérants ont à gérer, c'est la liquidité. Et donc, quand vous investissez en tant que gérant sur des petites capitalisations, on sait que structurellement, ces petites capitalisations sont peu liquides. Bien, certains gérants pour des raisons différentes. Pour des Pas raisons parce que différentes. c'est coté, parce qu'il y a peu de transactions mais sur parce ces que valeurs. c'est coté en bourse et il y a peu de transactions. Et il y a un moment, si vous voulez vendre, par exemple, 50 000 euros d'une certaine valeur de la Compagnie des Alpes, par exemple, vos 50 000 euros, avant de les vendre, vous avez passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pourquoi il attaque la Compagnie des Alpes? Ils ont vu récemment le président, c'est moi qui va très bien. Non, mais c'est une très belle maison. Mais c'est une valeur qui est peu liquide. Bon, que font certains gérants? Ils disent, attention, moi je gère un fonds de petite valeur, à partir d'une certaine taille d'encours, je ne prends plus d'argent. L'exemple le plus emblématique, c'est la société de gestion Moneta. Sur son fonds microcap, ces gens-là vous disent, moi à partir de 150 millions, je ne prends plus d'argent. Parce que je suis sur des petites valeurs qui ne sont pas liquides, et donc je ne pourrai pas gérer les entrées-sorties sur mon fonds. Donc c'est un souci que tout gérant a en tête. Il y a d'autres exemples. Souvenez-vous, la crise de 2007-2008. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait des fonds monétaires dynamiques. Et ces fonds monétaires... Voilà, alors, il n'y avait pas que BNP, tout le monde en avait. La réalité, c'est que tout le monde en avait. Ces fonds monétaires, donc le monétaire, ça ne rapporte pas grand-chose. Non, mais ça a craqué d'abord à grande échelle chez BNP. Absolument. Et puis, pour avoir un meilleur rendement sur ces fonds monétaires, on mettait quoi? On mettait de l'immobilier, on mettait des obligations d'État, on mettait des actions, etc., etc.
Crise des subprimes en 2008, et là, il y a un certain nombre de ces fonds monétaires dynamiques qui étaient censés être liquides, qui tout d'un coup disent « Ah, on ne peut pas vous rembourser ». Et donc, ça a fait un pataquès. Et puis, un troisième exemple, qui est assez ancien, que tout le monde ne connaît pas. En 2008, il y avait une belle société de gestion qui s'appelait Richelieu, avec un gérant de grand talent qui s'appelait Gérard Augustin Normand. Ce gars était quasiment tombé amoureux de Club Med. Et il en avait bourré ses portefeuilles, les fonds qu'il gérait. Et à un moment, Club Med a commencé une spirale baissière. Les fonds de pension ont joué à la baisse Club Med. Et ce gars s'est trouvé squeezé et la société a failli faire faillite. Ouais. Je reviens encore une fois, on est dans le sujet, mais je reviens sur cette sortie du président de la Banque centrale anglaise. Il parle d'un mensonge. Pardon, on est dans le sujet, mais pourquoi mensonge? Mensonge parce que ces fonds sont vendus comme étant des fonds dans lesquels on peut rentrer et sortir quand on veut, alors qu'en fait, il y a une part d'actifs dedans qui ne peuvent pas être cessibles, vendables rapidement. Si on devait faire un il est là le mensonge. Oui, c'est ça, mais savoir s'il est localisé. Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un mensonge délibéré ou un mensonge par omission? Si on devait faire un parallèle pour mieux expliquer peut-être aux auditeurs, c'est comme faisons un parallèle avec les actions. Sur les actions, vous avez des actions qui sont cotées et vous avez des actions qui ne sont pas cotées. Eh bien, il y a des fonds qui sont spécialisés sur du non-coté, c'est-à-dire sur des entreprises, souvent ce sont des entreprises de taille moyenne, qui ne sont pas cotées en bourse. Et une des caractéristiques, et on le voit particulièrement dans les FCPI, dans les FIP, qui ont une valorisation une fois par an, au mieux une fois, 2 fois par an. Il ne parlait pas de ça, Mike Carnet, il ne parlait pas de ces... Non, bien sûr, mais c'est pour un parallèle pédagogique. Alors, sur les fonds qui ont des actifs illiquides, bien sûr qu'il y en a. On le voit sur les hedge funds. Les hedge funds ont souvent d'actifs illiquides. Illiquide, ça veut dire actifs tangibles, actifs matériels, de l'infrastructure, de l'immobilier, des entreprises. Ça peut être des autoroutes, ça peut être des ponts, ça peut être des actifs tangibles, mais ça peut être de la dette privée, de la dette qui, elle, non cotée. Non cotée. Okay, et ça, c'est pas liquide. Pourquoi est-ce que tous ces gestionnaires, on revient à H2O, sont allés là-dessus? Parce que derrière, aujourd'hui, ils cherchent du rendement, monsieur. Parce que les taux sont à zéro et pour faire du rendement, il faut accepter cette illiquidité. Il faut accepter d'être bloqué pour pouvoir avoir des rendements de 4-5%. En 2008, quand vous avez un fonds qui s'appelle H2O Multibond, qui sert plus de 32%. 2018, pardon. Plus de 32% en 2018 sur H2O Multibond. Eh ben, on se doute bien que les gars, ils n'ont pas obtenu un tel rendement en faisant du crochet. Okay. Sur les produits de taux, sur les obligations, il n'y a plus de rendement. Pour obtenir du 32%, ils sont allés sur des actifs illiquides, ils sont allés sur des produits dérivés. Oui, beaucoup de stratégies sur les... Je pourrais avoir regardé, pour en avoir parlé avec quelqu'un de chez Natixis, des stratégies leveragées, donc avec de la dette, sur des produits dérivés, sur derrière des devises exotiques, type dollar australien. Mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, je trouve que le problème... c'est un problème de terminologie. C'est-à-dire que ce fonds, prenons le cas du multibond, il est présenté par les agences de notation comme Morningstar ou Cantalis le classent dans la catégorie obligataire. Certes, il y a de l'obligataire, mais il y a un hors-bilan qui est long comme le bras. Ce sont des fonds de gestion alternative. Et ce n'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. Mais c'est vrai que pour le coup... Donc qu'est-ce qui est répréhensible chez H2O? C'est pas d'avoir choisi de mettre des fonds liquides, c'est peut-être pas d'avoir dit, mais finalement, on n'est pas. C'est pas du multibond. Je crois qu'ils se sont. Parce que multibond, on entend bond, on entend obligation, quoi. Oui, mais je crois. Il y a eu 2 phénomènes sur H2O. Un, ils se sont pris les pieds dans le tapis parce que c'est une société qui a un énorme succès et qui gère depuis des trimestres, depuis des années, des flux entrants. Et tant que vous êtes sur des flux entrants, le problème de la liquidité, il existe pas. Ok. Et donc, à un moment, quand l'argent rentre, ça demande un effort de discipline intellectuelle très fort, de se dire, mais quand il va falloir. Si on a des flux sortants, comment on gère ça? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a eu un phénomène autoréalisateur. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène autoréalisateur? Quand tout le monde se met à avoir peur. Ben oui, je dis, attention, sur H2O, il y a un problème de liquidité. Je risque d'être collé, de ne pas pouvoir sortir. OK. Donc, vous êtes porteur, vous dites, je commence à sortir tout de suite. Du coup, ça enclenche une spirale négative. C'est ça, il y a un phénomène autoréalisateur. Et c'est un peu ça le problème. Alors, moi je pense objectivement... C'est l'arbre qui cache la forêt, pardon, cette histoire. Est-ce que c'est grave ou pas? Parce qu'encore une fois, l'histoire H2O, la sortie dans les carnets, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ou est-ce que c'est isolé? Parce que derrière, des fonds bâtis sur un mensonge, ce décalage entre derrière, vous pensez que vous pouvez sortir quand vous voulez, alors qu'en fait, il y a ce risque d'être collé. Il y a 3 aspects à votre question.
Est-ce que c'est grave? Moi, je pense qu'au niveau d'H2O, ce n'est pas essentiel. Je pense que fondamentalement, cette équipe est intègre. C'est des gars comme Bruno Kras, des gars Non, mais comme il n'y a pas Chayet. d'H2O partout. Hein. Alors, deuxième question, et je vais arriver au troisième point. Est-ce qu'il y a un risque systémique? C'est vrai qu'H2O, ça pesait 36-37 milliards. Il y a eu beaucoup de décollectes. C'est beaucoup d'argent, mais sur le marché mondial de la gestion, il n'y a pas de risque systémique. La vraie question, sauf s'il y a d'autres H2O. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actifs illiquides? C'est ça le propos de Mike Carnet. Alors, je pense que ça se regarde surtout dans les fonds obligataires. Ou dans les fonds obligataires, on va avoir des PSV, des SPV, des Special Purpose Vehicles, où là, on a un peu... C'est quoi, SPV, là c'est souvent quand vous êtes un gérant d'actifs, vous allez avoir besoin de loger de l'argent vous avez besoin d'un parking, d'un garage pour une durée de quelques jours, de quelques mois, et vous allez faire un montage sur un outil financier dédié sur lequel il n'y aura pas de liquidité. Et ça, on en trouve, je pense qu'on en trouve partout. Après, la grande difficulté, c'est de voir dans les fonds quels sont les fonds qui sont susceptibles d'avoir ce genre de véhicule illiquide. Pardon, je coupe. Est-ce qu'il y a beaucoup de fonds comme ça? Je n'ai pas de réponse chiffrée, David. Mais il y a peut-être un sujet. Il y a un moyen. Oui, il y a un sujet. Je pense que d'ailleurs, toutes les sociétés de gestion et tous les investisseurs institutionnels sont en train de se dire « Oh là là, est-ce que je suis investi dans des fonds qui ont des actifs illiquides ?» Une des pistes pour regarder ça, c'est de regarder des fonds qui ont de belles performances avec une volatilité inférieure à la volatilité normale des marchés Parce que c'est pas répréhensible, obligataires. encore Et une dans fois. ce cas-là, il faut se demander pourquoi on a une volatilité aussi basse. Cette question... mais c'est pas répréhensible d'avoir, encore une fois, des actifs mais non, faut tangibles, réels. Non, il faut l'indiquer. Il faut juste le dire. Que ce soit transparent. Et c'est ça le problème. Bien sûr. Bien sûr. Quand vous regardez les hedge funds, les fonds alternatifs, ce n'est pas interdit par la loi, sauf que c'est encadré. Vous pouvez avoir des fonds qui n'ont pas une liquidité quotidienne. Vous pouvez très bien dire, moi, mon fonds, il a une liquidité hebdomadaire, mensuelle, ou une fois par trimestre. Et vous pouvez avoir une période de lock-up. Vous pouvez dire, moi, monsieur, si vous voulez sortir de mon fonds, il n'y a pas de problème. Vous me prévenez un mois à l'avance. Et moi, j'ai 3 mois. Donc, on ne pourra pas trancher de savoir si c'est un cas isolé marginal ou si derrière, il y a... Moi, je pense que... C'est évident que ce n'est pas un cas isolé. C'est évident que ce n'est pas un cas isolé. Mais ce n'est pas systémique pour autant. Ce n'est pas systémique. C'est au cas par cas. Et je ne pense pas que tous les gérants s'amusent à mettre des actifs illiquides. Quand on voit la décollecte de 6-7 milliards en 3 jours, ça doit inciter comme à la réflexion. Oui, voilà. Il y a une prise de conscience de tout le monde, que ce soit des gérants ou des investisseurs institutionnels. Voilà, on voulait évidemment faire un point là-dessus, vous en parlez, avec l'expert Frédéric Lorenzini, fondateur du site N3D, ancienne Morningstar, il connaît bien le sujet. Voilà, donc ces propos quand même qui... Moi, ça m'a surpris de la part d'un président de banque centrale. Mais c'est son job. Son job, on est habitué à des discours politiquement corrects, lénifiants, où il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Alors effectivement, quand il y a un patron de banque centrale qui dit il va falloir... Et puis il y a le mot mensonge qui est fort. Il va falloir... le mensonge qui est fort. Il va falloir peut-être faire un peu de cleaning. Mais c'est du nettoyage. C'est son job. Le gars est dans sa fonction, bien sûr. Et heureusement qu'il le dit. Allez, maintenant, lui, il va aller cleaner sa péniche. Allez. Merci Frédéric. À bientôt. Salut.